Comme beaucoup de gens de ma génération, j'ai adoré l'émission Man vs Wild avec Bear Grylls, hein, cet ancien des Special Air Services, les SAS britanniques, donc la meilleure ou une des meilleures unités d'élite au monde, qui était bien largué dans la nature. Enfin, pour les détracteurs de l'émission, il n'était pas vraiment largué dans la nature vu qu'il était entouré d'une équipe de caméras de télévision qui le filmait, et il traversait des environnements hostiles, hein, l'Antarctique, le Sahara, en survivant, en faisant ce qu'il faut pour survivre. Donc, eh bien, ça allait de trucs comme attraper du gibier à du plus insolite, hein. Il y avait ce moment culte où il pissait dans une peau de serpent et ensuite il buvait à petites gorgées son urine à mesure qu'il progressait dans le désert. Voilà, Bear Grylls, Man vs Wild, qui pour des raisons évidentes, parce qu'on a des vies de citadins très sécurisées, où finalement nous, notre gibier, on va le chercher directement dans la grande distribution en donnant de l'argent qui lui-même est dématérialisé. Bref, il y a un éloignement comme ça des fondamentaux qui fait que ce genre de récit a eh bien du succès, comme Man vs Wild a eu le film de Sean Penn qui retrace le parcours comme ça de ce jeune qui a décidé de quitter la société et qui a fini eh bien par mourir seul into the wild dans la nature pour suivre son idéal jusqu'au bout. Ça nous a parlé, voilà. Et c'est un peu le personnage qui est interprété par Burt Reynolds dans Délivrance, le citadin qui veut se la jouer Rambo, qui retourne dans la nature. Je me la suis joué Rambo une fois justement. J'ai suivi des amis comme ça, passer 48 heures en forêt sans électricité. Je peux pas dire pour autant que c'était une situation de survie, vu qu'on avait amené des provisions et voilà, on réalisait des travaux manuels. Et eh bien j'ai joué le jeu, hein, j'ai pas consulté mon téléphone portable. On a dû vraiment monter la tente, faire du feu le premier soir alors qu'il pleuvait. C'était assez dur comme condition et j'ai vécu l'expérience jusqu'au bout. Et cette expérience m'a appris des choses intéressantes, hein. Déjà, l'idée que quand on est dans ce genre de situation, voilà, on fait attention aux moindres gestes, on peut pas se permettre de l'inattention. Encore une fois, là, on risquait pas des choses graves. Je risquais éventuellement de renverser l'eau et donc de gâcher le café, car oui, on avait ramené du café. Enfin, tu vois que c'était pas Man vs Wild, mais voilà, la moindre bêtise coûte cher en termes d'énergie. D'ailleurs, la moindre action coûte très cher en termes d'énergie. Faire à manger, nettoyer les plats dans lesquels on a pu éventuellement faire chauffer de la nourriture en utilisant le peu d'eau, en optimisant les ressources en eau, essayer de maintenir une hygiène correcte. En plus, c'était un enfer, j'avais des chaussures qui n'étaient pas étanches et le terrain était détrempé, il pleuvait tout le temps. Enfin, bref, ça m'a enseigné beaucoup de choses, c'était déjà une belle leçon et ça m'a aussi montré que dans ces situations-là, on n'a pas vraiment d'espace pour penser, hein, notre monologue intérieur, le flow comme ça de notre mental se coupe. On est obligé d'être connecté au présent, aux événements, et on passe beaucoup de temps dans le silence mental. Et les seuls moments où on utilise un peu son cerveau, c'est pour trouver des solutions aux problèmes qui se présentent. Je suis en train de relire en ce moment Vendredi ou la vie sauvage de Michel Tournier, donc un remake de Robinson Crusoe par bien l'académicien aujourd'hui décédé Michel Tournier, un roman magnifique qui raconte le naufrage et la survie de Robinson Crusoe sur son île. On me l'avait lu enfant et ça avait été un choc esthétique et j'ose même dire philosophique, hein, moral. Beaucoup de visions du monde que j'ai développées par la suite étaient liées comme ça aux prises de conscience de Robinson face à la nature hostile. Et d'ailleurs, c'est un remake littéraire, l'original Robinson Crusoe de Daniel Defoe, qui est également excellent, est à la base pensé comme une parabole économique, hein, sur le sens du labeur, le sens de l'effort, le sens du mérite. Voilà, une parabole économique remakée par Michel Tournier. Et alors, il y a un détail qui m'a amusé en le relisant, c'est que Robinson passe 45 jours à extraire de la colle d'espèces de houx sauvage pour fortifier la coque du bateau qu'il construit en espérant s'échapper de cette île déserte, ce bateau qu'il appelle d'ailleurs, qu'il baptise l'Évasion. Il passe 45 jours à faire du travail physique. Et là, je peux me dire, est-ce que Michel Tournier est allé faire du bivouac un peu hardcore pendant 48 heures? Parce que survivre 45 jours de travail physique, donc en même temps, il lui faut le bois pour chauffer, vous voyez, ces chaudrons pour retirer la sève du houx et la traiter comme il est décrit. D'ailleurs, d'où il sort des chaudrons. Je crois qu'on nous dit qu'il visite l'épave du bateau sur lequel il était quand il y a eu un naufrage, mais
On nous dit pas qu'il a retrouvé des chaudrons. Enfin bref, et puis comment il fait pour continuer de s'alimenter, ces détails nous sont pas donnés, hein, vu que dépenses d'énergie, dépenses physiques, besoin de thermorégulation, de maintenir sa masse musculaire. Bref, en gros, le chiffre de 45 est avancé comme ça, et il m'a semblé absolument pas réaliste. Et est-ce un problème, hein? On a souvent cette critique chez des lecteurs qui vont dire « Ouais, mais ça, c'est pas réaliste. Ouais, quand même, mais ça, c'est pas réaliste. » Est-ce que Robinson Crusoe, enfin Vendredi ou La vie sauvage, est un moins bon roman à cause de détails comme ça, ou quelqu'un qui aurait la compétence, qui aurait en tout cas vécu l'expérience, pourrait dire « Ouais, dans la vraie vie, ça se passerait pas comme ça. » Eh ben, ma réponse aujourd'hui est non. Je milite pas pour que les auteurs fassent zéro recherche. C'est toujours fun, c'est toujours sympa de se plonger comme ça dans des expériences, mais au final, la qualité intrinsèque et la puissance du roman ne dépend pas de ce genre de détails. Je pense sur plein de détails aujourd'hui que je le vois avec un œil d'adulte et voilà, mon émerveillement a une autre teinte, une autre texture, une autre densité que quand j'étais gamin. Je trouve pas ça spécialement réaliste et j'en pense pas moins que c'est un grand roman, sûrement même un chef-d'œuvre de littérature, et en tout cas c'est de la bombe en termes de rythme, de construction. Il y a rien en trop dans Vendredi ou La vie sauvage de Michel Tournier. Il y a juste pas, voilà, un réalisme fou, réalisme qu'on pourrait trouver éventuellement. Et encore, je cite Bear Grylls. Bear Grylls s'était quand même fait épingler parce que un soir, pendant le tournage d'une de ses émissions de survie hardcore, il avait dormi à l'hôtel. Alors il avait justifié que parce qu'il y avait un nouveau gamin qui naissait et qui voulait être là, présent pour. Enfin, il s'est justifié. Mais en gros, même les types hardcore comme Bear Grylls, eh bien, mythologisent leurs propres exploits. Hein. C'est le propre des récits de guerre. Je dis pas que la guerre c'est du mytho. Je veux dire que de toute façon, quand on raconte a posteriori une histoire, il y a toujours une forme de mythologie, de mystification. Si on y réfléchit, si on prend l'Iliade, on peut dire aussi que c'est pas réaliste. Se battre à l'épée comme fait Achille face à et repousser comme ça 20 ennemis entraînés. Mathématiquement, ça semble compliqué, surtout en plus dans les versions, je peux citer celle de Baricot dernièrement, dans des versions où on enlève l'intervention divine. À la limite, dans le poème original d'Homère, on peut dire que les dieux aident les humains, et c'est une espèce de shonen manga comme ça, où les humains reçoivent des super pouvoirs de la part des dieux pour se friter, mais dans la version expurgée, on va dire, de la mythologie et laissée à hauteur d'homme qu'en fait Baricot, ça reste un récit un peu over the top, mais on s'en fiche. C'est un récit, il nous percute, il nous touche pour d'autres raisons que son réalisme à tout prix. Voilà, donc c'était juste une invitation à reconsidérer comme ça la question du réalisme. Généralement, quand on en est à dire qu'une œuvre est pas réaliste, en fait, c'est une traduction pour dire « je n'aime pas ». Et c'est complètement ok, de legit, j'allais dire, de pas aimer une œuvre. Mais l'excuse du réalisme me semble un peu légère et je pense que ça doit pas être un frein à la création littéraire. Se poser à tout prix la question du réalisme. Voilà, si les grands auteurs typiquement de thrillers de genre qui marchent bien comme ça posent des questions, se documentent, mais ils n'ont pas résolu 78 enquêtes de serial killers, ils n'ont pas été profilers, ils n'ont pas été traders, ils n'ont pas été, je sais pas moi, chasseurs de gnous. Enfin voilà, ils font vivre des personnages, ils mettent en scène des personnages que eux-mêmes ne sont pas. Hein. C'est ce qu'on a dans les séries télé. Hein. Vous imaginez les gens qui ont écrit, je sais pas, moi j'aime bien la série télé Lost. Est-ce qu'ils ont vécu les trajectoires de tous ces personnages marquants qu'ils ont réussi à faire dans leur show télévisé? Absolument pas. C'est juste des bons scénaristes, c'est le maintien de l'illusion. Voilà, un bon auteur, c'est quelqu'un qui arrive à maintenir l'illusion. De temps en temps, on peut passer l'œil comme ça, si on a vécu une situation similaire, si on sait un peu mathématiser la situation, on peut se dire « wait a second, cela n'est pas du tout réaliste ». Mais c'est ok, ça reste une histoire. Voilà, histoire de réalisme. C'était un podcast et aussi pour remettre un peu sur le devant de la scène Michel Tournier et son excellent Vendredi ou La vie sauvage. Je pense que comme tous les grandes histoires, il n'y a pas d'âge pour le lire ou le relire. N'hésite pas et régale-toi avec. Je te dis à demain pour le prochain épisode et comme toujours, prends soin de toi.